Et Alex, je sais qu'on a plus grand monde pour les 120% du vendredi, mais bon, te voir 2 fois, c'est pas un peu abusé? En fait, c'est rapport à l'année dernière, il y a un an. Je l'ai fait un peu au pied levé. Et j'étais un peu dégoûté parce que justement, je voulais en profiter d'un 120% pour expliquer plein de trucs super bien, tu vois. Et personne ne pouvait le faire. Et voilà, je me suis retrouvé à le faire comme ça à l'arrache. Et j'étais dégoûté. Et à la fin, j'avais dit, dans un an, je reviendrai. Alors ça y est, là, ça fait 1 an. Ça fait un an pile poil. D'ailleurs, si tu regardes, dans C'était mieux avant, c'est celui, on le voit aussi, vu que c'est pile poil un an, quoi. Ah, c'est trop bien, No Life. C'est trop bien fait. Un an, t'as fait attendre les gens 1 an, tu dois avoir un truc hyper important à dire quand même. Ouais, Ouais, tu vas j'espère. pas- Vous allez pas être déçus. En fait, voilà ce que je me suis dit. Quand je vais en convention ou quand je discute sur Internet, sur des forums de No Life avec des gens, moi, en fait, j'adore avoir des réactions, qu'elles soient positives ou négatives. En fait, c'est super. Enfin, je kiffe, quoi. J'adore les retours. J'essaie d'adapter la chaîne avec les retours et voilà, c'est mon kiff. Mais de temps en temps, on va dire une fois sur 10 ou une fois sur 30, il y a des petites réactions, des petites remarques qui m'énervent un peu. Pas parce que c'est négatif, mais parce que c'est pas juste. Et donc, aujourd'hui, Davy, Oui. je vais vous parler des réactions que je trouve injustes et qui me brisent le cœur. Ah, c'est cool, comme ça tu vas donner plein d'armes aux gens pour te faire du mal. Ah, ils sauront quoi dire pour me faire chier. Après, je vous donne toutes les clés. On va commencer avec les news. Donc, c'est une exposition au Superdome. Vous allez voir un sujet saturé de symboles basiques. C'est au Palais de Tokyo, dans le cadre d'une exposition nommée Superdome, que nous avons fait une curieuse rencontre. Vraiment très curieuse. 300 masques de Dark Vador en terre cuite, plantés sur des pics et alignés dans une immense pièce blanche. Le son produit par ces masques, relié en réseau à un ordinateur central, gronde et emplit la pièce et les espaces alentours. Cette œuvre contemporaine, s'accaparant un symbole fort de la culture geek, porte le mystérieux nom de Last Maneuver in the Dark et provoque un curieux malaise au moment où l'on s'en approche pour être comme absorbé par la mélodie sombre émanant de l'installation. Mais comment l'idée d'une telle pièce a pu naître dans l'esprit de ces deux créateurs, Raphaël Sibony et Fabien Giraud? L'exposition, à la base, qu'est-ce qu'on voulait faire à la base? En fait, dans l'exposition, elle est venue en fil en aiguille d'autres travaux qu'on a pu réaliser auparavant, où on s'intéressait à des œuvres de réaliser des œuvres qui puissent être qui puissent exploiter la notion de puissance, mais à une espèce de seuil maximum. On a pris cette figure de Dark Vador pour ça, c'est-à-dire qu'elle était, nous, ce qui nous plaisait avec Dark Vador, c'est que c'est une figure qui est une figure ultra pop. La disposition de ces 300 Dark Vador n'est pas sans rappeler la fameuse armée de Xian, composée de milliers de guerriers en terre cuite, grandeur nature. Mais là, Dark Vador ne possède pas de corps et n'apparaît que sous son symbole le plus fort, son masque. De quoi rendre fou un Luke déjà bien perturbé par cette paternité difficilement assumée. Mais de Star Wars, les auteurs n'en ont cure. S'ils ont choisi Dark Vador, c'est pour son impact sur l'inconscient collectif, ainsi que l'image de noirceur et de puissance exacerbée, soudainement démultipliée et désincarnée, qu'ils projettent. Les masques de Dark Vador, ils sont faits en terre cuite. Ensuite, c'est émaillé. Et ils ont été faits plus ou moins... En fait, ce qui nous intéressait, c'était de faire à la fois des... Enfin, ça donne l'impression que ça a été fait main. Il y a une finition qui est assez irrégulière, mais ça a été produit en Chine, à la chaîne, en fait. Mais ce qu'on voulait, c'était produire d'une manière industrielle un objet qui soit d'une certaine façon archaïque ou artisanal. Et ensuite, ça nous intéressait de brancher ces masques en terre cuite avec des câbles réseau et un système réel d'ordinateurs en réseau et un logiciel, un système d'intelligence artificielle qui génère la musique. Mais cette œuvre est également dotée d'une curieuse dimension technologique et sonore, avec cet agencement de câbles reliant entre les casques afin de produire aléatoirement le tube des ténèbres. Arrangée à partir d'une multitude de morceaux de musique allant de la techno-hardcore au requiem de forêt, la création synthétique et informatique de cette musique a nécessité l'aide de nombreux techniciens, tels que Robin Meyer et Frédéric Voisin.
On a travaillé avec des cybernéticiens qui sont spécialisés dans le développement d'intelligence artificielle appliquée à la musique. Et donc, en travaillant avec eux, en gros, on a essayé, à travers ce système de réseau, en fait, d'ordinateurs, de clusters, de produire on va dire, une noirceur synthétique. Ce qui nous plaisait, c'était de construire une sorte d'hybride entre une figure pop qui est assez kitsch, saturée comme ça de symboles assez basiques, et quelque chose de beaucoup plus abstrait et minimal, en fait, qui est cette sorte de structure qui peut renvoyer à des œuvres minimalistes. Minimaliste par son approche, l'impact causé par cette pièce est indéniable. Mais au-delà du dispositif artistique et des intentions des artistes, la somme d'émotions contenues par ce personnage est à elle seule garante de la réussite de cette œuvre. Et il ne faudrait pas non plus l'oublier. Donc voilà, c'était les news de vendredi. Alors, le premier truc qui m'agace, qui m'irrite, qui m'énerve, c'est à propos de la musique japonaise. Il faut savoir qu'obtenir un clip, c'est dur, c'est la croix à la bannière, c'est du boulot. On ne croule pas sous les clips et les bêtas comme on peut imaginer, même si maintenant, au bout d'un moment, quand même, on commence à en recevoir parfois sans qu'on les demande. Là, c'est magique, ça arrive encore très rarement. Mais voilà, c'est très difficile. Et quand on obtient un clip d'un artiste qu'on aime depuis longtemps, comme, je sais pas, X Japan ou Miyavi, même le Project, quand on arrive à voir ces clips-là, après avoir bataillé pendant des années, ou des mois, bref, après avoir demandé, expliqué aux Japonais que c'est important, oui, ok, il n'y a pas d'intérêt commercial pour vous tout de suite, mais laissez-nous quand même les diffuser, vous verrez plus tard, ça va faire connaître vos artistes, et c'est un pas pour faire avancer la musique en France. Essayez de leur expliquer tout ça, et réussir à les convaincre, obtenir les clips, les voir ensuite à l'antenne, pour moi, c'est un accomplissement, une victoire. Moi, je vois les clips passer comme un diamant, un joyau qui brille, comme quelque chose de magique. Ce sont des clips, il faut quand même s'imaginer qu'il y a 2 ans, c'est des choses qu'on rangeait, nous, geeks, dans la catégorie. Ça, jamais ça passera en France. Et là, c'est vraiment pour nous, symboliquement, c'est énorme. Donc, pour nous, c'est une satisfaction énorme de passer ces clips-là. Et quand quelqu'un en convention met une petite tape dans le dos en disant « Hey, c'est vraiment de la merde ce que vous passez, mais les Japonais, vous payent combien? Ho, ho, ho !» Ah, forcément, voilà, c'est la syncope. Et là, j'ai touché le micro. Rémi? Ouais, c'est pas grave. Ça va, ça passe? Ça va. Ok. Mais les gens sont pas prêts encore, Alex. Moi non plus, je suis pas prêt. Sonic, c'est un peu comme le Beaujolais. À chaque fin d'année, on peut s'attendre à le voir débarquer. Lui aussi revient avec une nouvelle saveur. Si les derniers épisodes avaient un arrière-goût de piquette, on pouvait tout de même se régaler de quelques bons crus. On le sait tous, aucun épisode ne viendra égaler le vintage Sonic the Hedgehog 2. Et pourtant, le dernier épisode présenté a une robe qui laisse songeur. Son corps jongle avec de la plateforme 2D et 3D. Un bouquet si exquis qu'on n'osait plus l'attendre. Tout allait bien jusqu'à l'ascensance lycanthrope, car un Sonic qui se transforme en bête sauvage, c'est peut-être un peu trop rêche pour nos palais, au risque même de devenir écœurant. Mais avant d'aller plus loin, laissons décanter tout ça, car au domaine Sega, la récolte 2008 pourrait bien être exceptionnelle. Sonic, that's a good look for you. Festive. Sonic n'en aura décidément jamais fini avec son rival de toujours, l'infâme Dr Eggman. Il est encore une fois à la poursuite du vil malfaiteur. Ce dernier essaie tant bien que mal de se réfugier dans son vaisseau spatial, le Death Egg. Aidé du pouvoir des émeraudes du chaos, Sonic endosse une parure dorée lui conférant des pouvoirs surnaturels, comme la lévitation ou une vitesse supersonique. Dr Eggman cherche depuis longtemps à obtenir ce pouvoir pour conquérir la Terre. Et c'est quand on le croit défait qu'en fait son plan entre en exécution. Le machiavélique docteur s'est en effet servi de sa personne pour attirer Sonic dans un traquenard. C'est de cette manière que le hérisson se retrouve au milieu d'une étrange machine absorbant le pouvoir des émeraudes. Sonic redevient le hérisson bleu qu'on connaît, mais peu à peu commence à se métamorphoser en une bête hideuse. Mais pire que ça, la Terre se craquelle laissant son noyau à découvert.
Une créature titanesque sort de sa léthargie millénaire, mettant en danger la planète bleue et tous ses habitants. Ce qui semble ravir l'homme œuf, qui, une fois le pouvoir chaotique en sa possession, se débarrasse de ce qui reste du hérisson sur une terre dévastée. À la base, un Sonic, c'est la simplicité faite gameplay. Une croix directionnelle et un bouton. C'est tout ce dont on avait besoin à l'époque, ma bonne dame. Mais la 3D a grandement changé la donne. Dans Sonic Unleashed, 2 maniabilités différentes sont proposées. Et autant le préciser de suite car c'est littéralement le jour et la nuit. En effet, si le jour, Sonic reste le hérisson que connaît le joueur, la nuit, il se transforme en monstre aux aptitudes différentes. Chaque niveau est en fait une ville à l'architecture et au charme typique. Et ces villes diffèrent la nuit et le jour. Les passages ne s'ouvrent qu'une fois le soleil couché et même la façon dont les persos abordent le joueur change. Les phases de jour se jouent comme les Sonic classiques. Le but est de foncer à toute allure dans le niveau en massacrant sur son passage les créations de Robotnik. Ramasser des rings assure la survie du hérisson. S'il se fait toucher, il perd ses rings. Et si le compteur tombe à 0 et qu'il se fait heurter une ultime fois, il meurt. C'est aussi simple que ça. Sonic peut aussi effectuer des attaques téléguidées pour se retrouver directement sur un bumper ou même sur un monstre, ce qui lui permet de prendre appui ou de passer certains précipices. Sonic trouvera un peu plus tard sur son chemin de nouvelles chaussures aux capacités spéciales, comme celles qui s'accrochent au mur par exemple. Dans ces phases, la caméra est très joueuse et l'on passe d'une vue arrière à une vue de côté le plus naturellement du monde. Ce mode n'est pas sans rappeler les Sonic des consoles 16 bits. Mais la grosse nouveauté, c'est quand le hérisson se déchaîne, et ça, c'est la nuit que ça se passe. Et quand il est déchaîné, Sonic n'est plus un as de la course, mais un roi de la baston. Alors oui, ça fait un peu bizarre au début, mais on s'y fait vite. Le joueur doit guider son personnage dans un monde qui fleure bon le beat'em all d'antan. Le but est de tout détruire à coups de poing et de griffes acérées dans des niveaux tout en 3D. Chaque fois qu'il détruit un obstacle, une sphère violacée arrive vers le hérisson lycanthrope afin de remplir une jauge de Unleashed. Une fois rempli, Sonic peut faire exploser tout son potentiel destructeur en entrant dans une rage folle pendant un court laps de temps. En explosant, les ennemis laissent tomber des gemmes jaunes, qui sont en fait des points d'expérience. Il est alors possible de renforcer les capacités du Erinaceidae bleu, comme sa vie, sa force, etc. Le hérisson-garou peut également exécuter des combos en attrapant ses opposants. S'ils sont réussis, ils seront destructeurs. S'ils sont loupés, ils redonneront de la santé à l'adversaire. Oui, c'est injuste, mais c'est comme ça. Sous sa forme bestiale, Sonic a aussi les bras extensibles, ce qui lui permet d'atteindre des zones auxquelles il n'avait pas accès. Mais il pourra aussi se balancer ou s'aider de certains obstacles. Cette phase de jeu est de loin la plus importante de ce Sonic Unleashed. On retrouve bien entendu un petit côté collectionnite avec la possibilité de trouver des illustrations, des disques ou même des vidéos que l'on pourra regarder à loisir. Au départ, même pour le fan de longue haleine, il est dur de ne pas rester dubitatif face à ce titre. Mais les Sonic à un beat'em all est une chose que l'on ne comprend pas vraiment. Et on reste perplexe au tout début. On ne comprend pas très bien où veulent nous emmener les développeurs. Mais on s'y fait assez vite, et ces niveaux deviennent même plaisants avec l'expérience. Les phases classiques sont juste énormes. Ça va vite, ça va même super vite, et le level design est très impressionnant. La preuve en est, ce passage avec la baleine qui restera dans les bons souvenirs des gamers. Le travail effectué sur l'ambiance et sa qualité graphique sont des atouts supplémentaires pour le titre. Les décors inspirés des architectures de différents continents sont joliment remaniés à la sauce Sonic. Le tout est très cohérent, à tel point que ça paraît presque normal de voir des boucles à looping en plein milieu d'un village méditerranéen. Le chara-design est aussi assez étonnant pour un Sonic. L'aventure ne se déroule plus dans un univers où le hérisson côtoie des humains quasi réels, mais dans un univers cartoon. Ce qui est assez étrange pour un jeu japonais, où on s'attendrait à voir des persos designés façon manga ou animé. Un travail aussi remarquable qu'étonnant, d'autant plus si on a choisi les voix japonaises. Car l'ambiance sonore n'est pas en reste.
Que ce soit au niveau du doublage, soigné, ou encore de la bande-son mémorable, Sega nous a gâté les oreilles. Les musiques symphoniques plongent le joueur encore plus dans l'ambiance et le fidèle reconnaîtra quelques réminiscences du passé. Réentendre en orchestral le thème de fin de Sonic 2 lorsque Tails ressort son biplan rouge, ça mettrait presque la larme à l'œil. En tout cas, même si ce n'est pas le Sonic vrai de vrai que l'on attend depuis longtemps, il faut bien admettre que Sonic Unleashed n'en est pas très loin. Voilà, c'était Sonic Unleashed sur Next Gen. Bon, donc j'ai pas encore joué, mais j'ai hâte d'essayer. Alors, le deuxième... Attends, tu fais le retour plateau. Oui. Et c'est bien que tu le fasses aussi. Ah Moi je trouve que ça fait trop retour télé. Ça fait trop de télé. C'est trop télé. Ouais. Ça aurait fait télé si j'avais fait un truc genre. Eh oui, c'était Sonic Unleashed, la dernière bombe de Sega pour votre console que vous pouvez acheter chez votre revendeur habituel. Oui, non, bien sûr, oui. Non, ok. Voilà. Bon, alors, non, c'est mais quoi moi j'aime bien Ouais. les retours plateau. Moi. Mais bon. Ok. Et chacun ses goûts, hein, Ouais. fais comme tu veux. Alors c'est quoi le deuxième truc Alors, le truc qui m'énerve, c'est quand quelqu'un vient me voir et me dit « Ah putain, Alex, trop fort ta chaîne amateur. » Alors, je sais que c'est gentil et ça part d'un bon sentiment et c'est une petite blague en même temps et tout, mais tous les gens qui bossent à No Life sont des pros. On se donne vraiment du mal. On a un niveau d'exigence au niveau du son, image, montage, journalisme qui est, enfin, je vais pas faire genre on se la pète, mais au moins niveau télécablé, quoi. On fait pas, c'est pas pas une webcam, on se filme pas en faisant les ouafs comme ça avec une webcam vite fait, quoi. C'est du vrai travail de pro. Et c'est pas parce que les plateaux sont décontractés ou qu'on se permet plein de trucs qu'on pourrait pas se permettre ailleurs qu'on fait pas le travail avec soin, quoi. Donc, dire ouais, No Life c'est amateur, voilà. Ça me fait mal, très mal. On avait compris. Alors qu'est-ce qu'on regarde 2 minutes pour parler de Hellboy 2. Davy et Didier. Aujourd'hui, dans 2 minutes pour parler d'eux, on va parler de Hellboy 2. Moi, je l'ai vu. The Golden Army, je l'ai vu. Ça tombe bien parce que je ne l'ai pas vu alors. Alors, je viens parler du film, mais avant qu'on en parle, j'aimerais revenir sur un petit point qui me... C'est à propos des... En fait, c'est Universal qui sort le film, et c'est à propos des gens du marketing d'Universal, en fait. Ils ont fait des trucs pas bien. Ils ont changé la couleur de Hellboy. Ils l'ont fait vert. Ils l'ont fait passer pour un putain de diablotin irlandais, c'est ça? Non, t'inquiète, il est rouge. En fait, c'est à propos des affiches de cinéma, et notamment des 4x3 qui seront dans le métro, en tout cas à Paris. Ah, ils l'ont fait bleu. Ils l'ont fait petit et bleu. Ils en ont fait un putain de diablotin schtroumpf, c'est ça? Non. En fait, l'affiche, ça va, elle est normale. Ah. C'est juste, ils ont utilisé une accroche qui est une citation, en fait, de Philippe Manœuvre. Ah ouais, c'est con ça. L'accroche, c'est Hellboy, le film qui fait hurler le métal. Le film qui fait hurler le métal. Le film qui fait hurler le papier. Le film qui fait hurler le Blu-ray. Le film qui fait hurler ma mère. Déjà, utiliser Philippe Manœuvre comme référence, c'est complètement con. Le mec, il dit avoir tout inventé, il a tout découvert. Moi, personnellement, de ce que je sais, il a découvert les plasticines. Il leur a permis d'être sur le devant de la scène. Il leur a un peu permis aussi d'être oublié à jamais maintenant. Oui, mais sa phrase, le film qui fait hurler le métal, je pense que ça fait référence au fait qu'il avait bossé dans le magazine Métal Hurlant, le magazine de BD des années 70-80. Ouais, de science-fiction, ouais. Non, mais oui, ça, je sais que ça fait référence à Métal Hurlant, je suis pas con, on remarque un peu aussi, mais le truc, c'est qu'hors contexte, sur l'affiche, il n'y a pas le contexte. Oui. Donc voilà, juste sur l'affiche, ça veut rien dire, c'est complètement con. Et puis, remarque, de toute manière, même sans contexte, je me doute que Philippe Manœuvre, comme il fait partout, si vous l'avez vu à la télé ou si vous avez lu ses articles, il a dû faire, oui, Hellboy 2, le film qui fait hurler le métal, moi, dans les années 70, je connaissais très bien Del Toro et Mignola, et c'est même moi qui leur ai parlé d'un personnage diablotin rouge avec une main en pierre, et du coup, ils ont fait une BD, puis plus tard, un film, et voilà. je ne m'engage pas, moi, je veux juste dire que les gens du marketing chez Universal, ils ont fait de la merde et que c'est n'importe quoi d'utiliser sa communication. Ils se sont dit, tiens, il y a un des jurys de la Nouvelle Star qui a parlé d'Hellboy, on va utiliser sa citation comme ça va attirer les jeunes parce que c'est la Nouvelle Star. Quand j'ai vu l'affiche, quand j'ai vu cette accroche de Philippe Manœuvre,
j'ai eu envie de pas y aller juste pour les punir, quoi, alors que j'avais envie de voir Hellboy. Sinon, le film, il est bien. Ah oui, le film, il est bien. Del Toro, il a fait un film dans la lignée du précédent. Il est vraiment sympa. Il s'est approprié l'univers d'Hellboy en faisant quelque chose quand même, malgré tout, d'assez personnel. Il y a de l'action, il y a des bons effets spéciaux. C'est flippant, il y a des monstres, ils ont des tronches qui font flipper. Et ça, c'est vraiment... ça vient de Del Toro, c'est vraiment excellent, quoi. Il y a aussi un peu de romance, d'émotion. Non, ce film, il est vraiment juste très bien, quoi, dans la lignée du 1. Parfait. Moi, je ne conseille pas de le télécharger. Au contraire, il faut aller le voir au cinéma et l'acheter en DVD quand il sortira d'ici quelques mois. Très bien, donc Hellboy 2. The Golden Army, c'est validé. Ok, donc sans retour plateau, je vais vous parler du troisième truc qui m'énerve. Alors, ah oui, ça m'énerve. C'est quand quelqu'un vient me voir en disant « No Life, que des clips et que des rediffs ». Alors déjà, il se contredit, parce que si avec des clips, il n'y aurait pas de rediff, forcément, ou alors des rediffs de clips, mais je pense qu'il veut dire des rediffs d'émissions. Donc déjà, ça se contredit. Et en plus, ils ne se rendent pas compte, les gens, quoi, mais on produit entre 5 et 6 heures de programmes frais par semaine. 5 et 6 heures, mais... alors, vous regardez un peu les autres chaînes du câble, et vous verrez que c'est plus que la moyenne, mais même, voire beaucoup plus, quoi. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous voyez trop de rediffs, c'est peut-être parce que vous regardez trop No Life, mais c'est bien, continuez à regarder No Life le plus possible. Mais enfin, en tout cas, c'est pas juste, voilà. Je trouve ça injuste. Et puis en plus, il y a Internet, ils peuvent aller voir le programme de la chaîne sur le site et on voit... Il suffit de regarder le programme de la chaîne sur le site pour voir qu'il n'y a pas que des clips et des rediffs, loin de là. Loin de là. Et puis entre 19h et 20h... Entre 19h et 20h, alors là, c'est super, il y a 101% et le programme de complément, c'est la teuf. Et bientôt, il y aura peut-être des animés qui vont revenir. Restez sur No Life. S'il vous plaît. Ouah, tu balances et tout, tu fais du spoil, quoi. C'est du spoil, ça? Ah ouais, tu dis qu'il va y avoir des animés, peut-être, bah, les gens vont dire c'est quoi, tu vas te retrouver sur le forum et c'est quoi, vas-y Alex, dis-le-moi juste à moi. Alors, déjà, Sébastien, dans Debug Mode, a dit que les animés reviendraient en janvier, sûrement. Okay. Donc, c'est pas le premier à le dire. Ensuite, si à chaque fois qu'on annonce un truc, c'est du spoil, on peut plus rien dire, mais même plus de bande-annonce à l'antenne. Ah, il y a le nouveau road strip, c'est quoi le prochain? Ah, Larsenet. Ah, spoiler. Ok. On regarde quoi, la critique animée? Quel survivant? Et c'est quoi l'autre? Ah oui, putain, le box Blu-ray Gunbuster, Diebuster. Énorme. Fêtant son 25e anniversaire, 2008 aura été une année faste pour Hokuto no Ken, plus connu chez nous sous le nom de Ken le Survivant. En France, ce fut notamment Kazé qui frappa un grand coup en sortant dans les salles pas très éclairées le film L'ère de Rao. Raoden Junai no Sho en japonais. L'histoire délaisse pour cette fois le pourquoi du comment Ken a reçu ses fameuses 7 cicatrices pour se concentrer sur toute autre chose, l'affrontement contre Souther. Ce maître du Nanto, mégalomane en puissance, a entrepris de construire un énorme mausolée en forme de croix en tyrannisant des enfants. Si cette histoire est bien connue des fans des autres versions, ici la narration s'attarde sur le point de vue de Lao, frère aîné de Ken, ce qui explique le titre de ce film. Pourtant, au final, les scènes d'action de Lao ne sont pas les plus nombreuses. Au niveau technique, l'équipe accueille quelques noms prestigieux, Araki Shingo au character design et Ojo Tsukasa qui a créé simplement le personnage féminin de Laina. Si le design se rapproche de l'œuvre originale de Bulanson et de Hara Tetsuo, en donnant des musculatures à l'anatomie impressionnante et à coups de gros contours noirs autour des personnages, l'animation en subit le contre-coup. Le tout est souvent quand même assez rigide. La version japonaise, aussi bien que la version française, ont connu un renouvellement complet de leur voix. En ce qui concerne l'adaptation française, on pourra rester perplexe devant le choix de la non-traduction du vocabulaire de la série, que ce soit dans les sous-titres ou en version doublée. Si entendre Hokuto Shinken ou Nanto Saiken fera plaisir aux puristes, les comédiens français ont toujours visiblement du mal à enchaîner naturellement les noms à rallonge des techniques en japonais. La version doublée des studios de Saint-Maur donne quand même un résultat satisfaisant au tout. Les hommes de Toki, faut se barrer, hein? On peut dire que t'as de la chance. Peut-être bien, mais ce n'est pas ton cas. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Pour la sortie DVD, Kazé propose pas moins de 3 éditions pour ce film. La version simple contient seulement le DVD du film et un livret explicatif. La version collector rajoute un DVD de bonus, permettant principalement de voir des interviews des auteurs originaux, un morceau de pellicule et le premier volume de la réédition du manga aux éditions Asuka. Les plus acharnés pourront se procurer la version limitée qui rajoute dans un coffret grand format un petit artbook et un t-shirt. De quoi plaire à toutes les bourses.
Au final, ce film se laisse regarder grâce à l'aura toujours aussi efficace et teintée de nostalgie de Ken. Le renouveau graphique de cette version, lui aussi, est intéressant. Il n'en reste pas moins que les lacunes techniques du film, son scénario déjà bien connu et son esthétique aujourd'hui assez surannée n'apportent pas non plus une pierre fondamentale à l'édifice de Ken. À réserver donc à tous ceux dont la passion n'est pas déjà morte. The Gat Time Movie est une compilation des 2 séries d'OAV Gunbuster du studio Gainax, réalisées pour leur diffusion commune au cinéma. À cette occasion, les épisodes de ces OAV ont été remontés pour former 2 films d'environ 1h30 chacun. Après la diffusion des épisodes sur No Life, est-il réellement nécessaire de rappeler leur scénario ? Chronologiquement, le premier Gunbuster, réalisé en 1988, nous présentait les aventures de Taka Noriko, apprenti pilote de Gunbuster, des robots géants destinés au combat contre l'envahisseur extraterrestre. Réalisé en 2004, Diebuster nous narrait quant à lui les déboires de Nono, une jeune fugueuse désirant intégrer la fraternité des pilotes de Buster Machine et protéger la Terre. Comme dit précédemment, Biz nous propose ici les versions cinéma de ces séries, sous forme de 2 Blu-ray vendus à part, ou disponibles réunis dans un coffret illustré comportant également un disque de supplément. Voilà, c'était 100% du vendredi. Comme promis, je suis revenu après 1 an pour vous parler des trucs qui m'énervent. Peut-être que je reviendrai dans 1 an avec encore autre chose à vous dire. Je me suis un petit peu, en écrivant, en préparant un peu ce 100%, je me suis un petit peu analysé et je me suis aperçu en fait que ça fait longtemps, il n'y a pas seulement sur No Life, mais depuis longtemps, toutes les injustices, toutes les petits lieux communs ou les injustices envers les geeks, ça m'a toujours énervé. Et j'ai réécrit quelques phrases qui m'ont énervé il y a longtemps et que j'ai donné à Davy. Davy, est-ce que tu peux dire des phrases qui m'énervent? Je vais essayer de le faire bien. Vas-y. Ah, Tom Sawyer, ça c'est bien, c'est pas comme ces dessins animés japonais là. Ah, ça m'énerve! Parce que déjà, c'est énervant qu'il aime pas les dessins animés japonais, le mec qui dit ça, mais en plus, il a même pas compris que Tom Sawyer c'était fait au Japon, quoi. Et en 81, faire un dessin animé comme Tom Sawyer en 81, il y avait personne au monde qui était capable de faire l'équivalent en format série télé, hein, bien sûr. C'est bon, bref, ça m'énerve. Une autre. Les Japonais, ils se dessinent avec des grands yeux alors qu'ils sont bridés. La preuve, regarde Candy. Alors déjà, tout ce qui est critique sur les grands yeux des dessins animés japonais, ça m'a toujours énervé parce qu'ils se dessinent comme ils veulent. C'est nous, occidentaux, qui disons « Oh, ils sont bridés et tout ». Alors que si on regarde, enfin, ils n'ont pas des yeux tout petits comme on dessine nous dans la BD franco-belge. Hein. Donc déjà, ça m'énerve. Et en plus, quand les gens prennent l'exemple de Candy, mais c'est d'un ridicule. Candy, donc le personnage, c'est une américaine dans le manga. Ils vont pas la dessiner avec des yeux bridés, quoi. Mais enfin, faut être con, quoi. Enfin, ça m'énerve. Ah, les jeux vidéo, ça abîme la télé, ça rend les gens bêtes. Ah, on l'entend moins ça, mais ça je l'ai entendu mais plein de fois quand j'étais petit, quoi. Voilà, je trouve pas que ça rend les gens bêtes, et puis je pense pas que ça abîme trop la télé. Ça m'énerve. Et la dernière? Ah oui. Alors là, la dernière, Davy, oui. En fait ça s'est tiré d'un envoyé spécial. D'accord, je le fais pas pareil. Vas-y. Eric Chahi, apparemment un jeune homme sans histoire. Envoyé spécial sur le jeu vidéo, quoi. Alors on est, je sais pas, en 93, 94, peut-être 92. Ils vont interviewer Eric Chahi, qui est tout jeune. Il vient de finir Another World, il a peut-être encore 22, 23 ans, je sais pas. Et il commence avec cette phrase pour le présenter. On voit Eric Chahi en train de lancer un bâton pour son chien, genre le jeune cool dans son jardin. Et la voix off qui fait « Apparemment, un jeune homme sans histoire ». Comme si en fait, il se drogue, quoi, voilà. Et effectivement, le plan d'après, on le voit devant son ordi, éclairé par l'écran de son ordinateur, en train de faire des lignes de code. Alors moi, j'étais là, ah, mais c'est génial, c'est Eric Chahi, c'est un génie. Et la voix off qui le présentait comme un addict, un drogué et tout. Ah, ouais, m'énerve. Voilà. T'aurais dû aller voir Canal parler de GTA 4 sur Canal, tu verras, c'est cool. Ah, ça m'aurait énervé. Et bon, bah voilà, c'est fini, tu dis au revoir. Merci, tu enlèves ta casquette? Oui, alors, ah là là. Je suis allé chez le coiffeur, je me suis dit, putain, pour 100%, je vais chez le coiffeur. Mais ils m'ont coupé 3 fois trop, quoi, donc voilà, bref. J'ai mis une casquette en me disant, c'est peut-être mieux, donc qu'est-ce que t'en penses, Davy? Toi, tu connais l'histoire de cheveux. Ouais. Les cheveux. Tenth color, right.